Donc, quand vous entrez dans la salle, je vous invite à fermer vos micros. Et donc, la présentation est maintenant enregistrée. Je vais terminer la présentation de professeur Timothée, qui est professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour l'introduction, Emmanuel. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être venu assister à cette présentation-là, cette présentation-ci pendant votre heure du dîner. C'est toujours fortement apprécié. Si vous avez un clavier pas loin de vous, je vous encourage à écrire dans le chat quel est votre rôle, physiothérapeute, ergothérapeute, kinésiologue. Je suis toujours curieux de savoir qui est dans la salle, à qui je parle. Pour ceux que ça tente, vous pouvez écrire ça dans le chat. Sinon, je commence ma présentation tout de suite. Donc, le titre, la sensibilité à l'activité physique parmi les personnes ayant une douleur musculo-squelettique persistante. Voici un petit survol de la table des matières de ce qu'on va discuter au sujet de la sensibilité à l'activité physique. Une petite introduction, définition, évaluation, pertinence clinique, point de vue pronostic, les considérations pour traitement. Et on terminera avec une période de questions et de discussions qui pourrait être bilingue selon la préférence de la personne qui pose la question. Donc, qui est-ce qu'on a ici? On a de tout le monde, en fait, il semble. Ergothérapeute, kinésiologue, physio, ergothérapeute, psy, physio, neuropsy, kin, ergo, technologue en orthèse, étudiant de doctorat, physio en douleur. Excellent. Donc, bon, évidemment, PowerPoint qui n'est pas toujours hyper stable. Donc, la présentation sera faite, bien sûr, avec mon background comme physiothérapeute, ayant eu une formation comme physiothérapeute, ayant travaillé en clinique comme physiothérapeute. Et aussi, j'ai fait de mon mieux de mettre tout ça en français parce que malgré que j'ai fait mon primaire secondaire en français, j'ai fait à partir de là tout en anglais, cégep, université, et j'ai travaillé en clinique privée dans un quartier anglophone. Je débarrasse un peu la rouille de mon français puis je fais de mon mieux. Je m'excuse d'avance si jamais j'ai mal traduit certains termes. Donc, pour l'introduction. Donc, j'ai pensé une bonne façon d'introduire le phénomène de la sensibilité à l'activité physique. C'était à travers un exemple fictif d'une première consultation. C'est un peu caricaturisé, donc ce n'est pas super à 100% réaliste, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, on a par exemple, si on rentre en salle, on a notre patient. Ça, c'est nous, on rentre en salle, on imagine qu'on est physiothérapeute. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je serai votre physiothérapeute aujourd'hui. Le patient répond, bonjour, je m'appelle Paul. Et on peut leur poser la question ensuite, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai mal au dos. Ah, Paul a une douleur au dos. Donc, comment est-ce qu'on évalue la douleur habituellement? On peut, par exemple, lui demander de répondre, de coter sa douleur sur une échelle de 0 à 10. Paul pourrait répondre, par exemple, ah, c'est un 3 sur 10. On pourrait donner des questionnaires, par exemple, sur la douleur pour avoir une meilleure idée de son expérience de douleur. Et par la suite, on complète le reste de l'évaluation, on établit un plan de traitement et on débute les traitements dont les exercices et l'activité physique est une composante importante. Et comment est-ce que ça se passe parfois lors du suivi? Alors, comment ça s'est passé depuis notre dernier rendez-vous, Paul? J'ai plus de douleur. Oups! Pas ça qu'on voulait. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas là, plus de douleur? Qu'est-ce qu'on a manqué? C'est une situation assez frustrante parce que quand on considère les lignes directrices de pratique clinique qui sont basées sur plusieurs données probantes, des revues de données probantes qui répètent souvent la même recommandation que l'activité physique et l'exercice sont une composante principale et importante
du traitement et de la réadaptation d'une personne souffrant d'une douleur. Donc, pourquoi est-ce que Paul est revenu avec plus de douleur? C'est quoi le morceau manquant? Donc, on peut se poser à ce moment-ci, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement juste prescrire des exercices et l'activité physique comme c'est écrit dans les articles, les revues de données probantes et dans les lignes directrices? Pourquoi ça suffit? C'est pas suffisant de tout simplement juste donner l'exercice et l'activité physique, tout simplement. Eh bien, ce qui peut arriver, c'est par exemple, on avait la première évaluation où Paul a coté sa douleur un 3 sur 10, mais ayant suivi les recommandations d'activité physique, sa douleur a pu monter à, mettons, un 7,5 sur 10. Et ce phénomène-là, c'est la sensibilité à l'activité physique. C'est de ça dont on parle. On sait qu'avec la réadaptation physique pour les personnes souffrant d'une douleur, on peut avoir jusqu'à 70% des patients qui n'adhèrent pas à nos traitements et à nos exercices prescrits. Et une des raisons pour ça, c'est justement ce qu'on vient d'illustrer ici à travers cet exemple, la sensibilité à l'activité physique. Donc, au niveau de la définition, je me base surtout sur ce qu'on voit dans la recherche. Donc, dans la recherche, quand on parle de la sensibilité à l'activité physique, on parle des réactions immédiates à l'exécution d'une activité physique. On ne parle pas du effet qui peut être obtenu à long terme si la personne est disciplinée et assidue, puis ils font leurs exercices sur une longue période de temps. Ça, on sait qu'il y a des bénéfices à faire ça, peu importe les réactions immédiates. Mais quand on parle de sensibilité à l'activité physique, c'est un obstacle important à la participation à l'exercice. Et donc, on parle aussi de réactions immédiates, souvent à l'initiation de ces activités physiques-là. Donc, je vais vous partager un peu les points saillants d'une étude que j'ai faite au début de mon doctorat. C'est une étude transversale qui a recruté des gens des centres de réadaptation Constance Lethbridge et Lucie Bruno. 116 personnes étaient recrutées avec une douleur musculo-squelettique persistante. On cherchait des adultes ayant une douleur plus de 3 mois avec une incapacité et qui étaient médicalement stables. Et comme j'ai dit, on a recruté de ces centres de réadaptation-là, plus précisément, c'était à travers les listes d'attente pour les programmes de réadaptation pour douleurs chroniques. On a aussi essayé d'agrandir notre échantillon de personnes recrutées en distribuant des dépliants dans la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude-là? Donc, la sensibilité à l'activité physique, c'était au centre de notre attention. On voulait savoir quelle tâche serait la mieux placée pour évaluer la sensibilité à l'activité physique. Ici, ce qu'on a, c'est des tâches qui ont déjà été développées dans les études antérieures. Donc, et on a fait des analyses pour comprendre à travers les corrélations et la régression quelle tâche serait meilleure. Quels phénomènes sont liés à la sensibilité à l'activité physique, donc hypersensibilité sensorielle, donc on parle soit du seuil de douleur à la pression, la sommation à la douleur temporelle, mais aussi les facteurs psychologiques, par exemple les pensées catastrophiques, la peur liée à la douleur. Et aussi pour comprendre c'est quoi les liens avec la douleur et l'incapacité à travers des questionnaires. Et ce qu'on a trouvé, c'est que parmi ces tâches-là, une tâche où la personne doit marcher pendant 6 minutes, soulever un poids une dizaine de fois, mais ce poids-là a été choisi de manière que la difficulté, donc le poids comme tel, soit assez difficile pour évoquer une douleur. Donc, c'était vraiment une difficulté sur mesure, personnalisée à chaque personne. Et ici, on avait une tâche avec des poids qui étaient des différents poids organisés de manière aléatoire, mais prédéterminés. Et donc, ce n'était pas fait sur mesure, ce n'était pas personnalisé à la personne. Et parmi ces 3 tâches-là, comme vous voyez, le rectangle vert ici, c'est la tâche avec le soulèvement de poids dont la difficulté a été personnalisée pour évoquer une douleur, qui a mieux servi à évaluer la sensibilité à l'activité physique.
et qui a montré une corrélation avec la douleur, l'incapacité et aussi l'hypersensibilité sensorielle, plus précisément la sommation de la douleur temporelle. Donc, ça, c'est un indice de la sensibilisation centrale, mais pas tellement avec le seuil de douleur à la pression et pas tellement avec les facteurs psychologiques. Donc, pour mieux comprendre un peu c'est quoi la pertinence de ces trouvailles-là, on parle de taille d'effet, ou sinon ce qui est une mesure de force d'association. Et la force d'association ou de corrélation qu'on a observée avec douleur, incapacité, c'était quelque chose qui peut être qualifié entre petit et moyen. Et quand on parle des facteurs qui sont liés à la sensibilité à l'activité physique, et pour mieux la comprendre, l'indice de sensibilisation centrale, donc la sommation temporelle à la douleur, elle aussi était d'une taille d'effet qu'on peut qualifier comme étant entre petite et moyenne. Ce qui est important pour l'interprétation de ces données-là, c'est qu'on a vraiment regardé à comprendre, on a cherché à comprendre c'est quoi l'association unique si on a pris en compte l'effet des mesures d'hypersensibilité sensorielle et de facteurs psychologiques. En d'autres mots, c'est quoi l'effet unique qui est rajouté à ces mesures-là? Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Ces trouvailles ont été publiées dans une étude. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, quand on parle de la définition de la sensibilité à l'activité physique, on a réfléchi par la suite à la définition de la douleur. Et la définition la plus récente officielle, c'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui reflète le modèle biopsychosocial. Tout à l'heure, quand j'ai donné la définition de la sensibilité de l'activité physique, j'ai vraiment décrit ça du point de vue de la douleur. J'ai parlé aussi du seuil de la douleur. Mais ce qu'on a essayé de faire dans une étude qui a suivi celle-là, c'est de considérer la sensibilité à l'activité physique aussi en termes de réaction psychologique. Donc, la réaction psychologique immédiate à la situation de faire une tâche physique qui évoque une douleur. Donc, pour ça, il y a par exemple un questionnaire adapté qui peut être donné sur la pensée catastrophique situationnelle. Et ici, c'est juste une petite image pour vous montrer encore l'idée que quand on parle d'une activité physique qu'une personne fait avec des répétitions ou d'une durée, par exemple, 6 minutes, qu'à travers cette activité physique-là, on a une augmentation de la douleur ou d'une réaction négative qui pourrait être, par exemple, psychologique. Pour ça, il y a une étude longitudinale qui a été faite. Et pour ça, on avait recruté des cliniques privées de physiothérapie dans la région. 97 personnes étaient recrutées. Les critères d'éligibilité étaient quand même assez semblables à ce qu'on avait tout à l'heure, mais un peu plus spécifiques à la douleur lombaire, mais sous-aiguë, donc moins de 6 mois depuis le début de la douleur. Et voilà, on avait recruté des cliniques privées dans la communauté. Donc, il y avait des analyses qui ont été faites au niveau transversal autant que longitudinal. Donc, niveau transversal, on a comparé un peu les trois façons d'évaluer les réactions négatives en réaction à la tâche physique. Donc, on aurait pris la tâche qui a le mieux performé dans la première étude, donc la tâche de soulèvement de poids avec difficulté sur mesure. Et on a vu qu'entre les indices de sensibilité à l'activité physique, le seuil de douleur et l'intensité de douleur évoquée, il n'y avait pas de lien entre les deux, ni avec les pensées catastrophiques spécifiques à la tâche, mais entre la douleur évoquée par la tâche et la réaction psychologique évoquée par la tâche, il y avait un lien entre ces deux indices-là de la sensibilisation à l'activité physique. Et cette taille d'effet était moyen. On a regardé aussi au niveau des
variable dépendante de douleur incapacité. Et on a vu qu'au niveau transversal, encore une fois, la sensibilité à l'activité physique était reliée à ces variables-là, mais seulement si on considérait, par exemple, les réactions en termes d'intensité de douleur et les réactions en termes de pensée catastrophique, mais pas tellement si on considérait ça du point de vue des changements de seuil de douleur. Encore une fois, la taille d'effet était moyenne pour tous. Au niveau longitudinal, on a regardé ça 3 mois plus tard. Est-ce qu'il y a un lien avec la douleur et l'incapacité? Et on a vu que pour l'incapacité, oui, mais pas la douleur. Et c'était seulement au niveau des réactions psychologiques et pas tellement des réactions de seuil de douleur ou des réactions d'augmentation d'intensité de douleur. Et encore une fois, on parle d'une taille d'effet, donc une force d'association qui était entre petite et moyenne. Et ça aussi, ça a été publié récemment. Donc, pour le reste de la présentation, je vais répéter certains points pour mieux les expliquer, souligner certaines choses importantes, mais vraiment de regarder ça d'une optique d'application clinique. Donc, encore une fois, quand on parle de la sensibilité à l'activité physique, on parle des réactions à une activité physique. Donc, le principe est quand même assez similaire à l'évaluation de la capacité physique où on donne une tâche et on pourrait regarder au niveau de la capacité physique le déconditionnement, mais et ce qui est important comme critère, c'est que cette tâche-là soit faite avec une intensité stable et continue. Donc, on peut faire, par exemple, 10 répétitions et d'utiliser des mesures fiables et validées pour toucher non seulement à la capacité physique et le déconditionnement, mais de regarder les réactions négatives qui nous donneraient un indice qu'il y a de la sensibilité à l'activité physique. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les études, ça pourrait être que la personne fait une tâche où elle doit soulever un poids une dizaine de fois et elle pourrait avoir une augmentation de douleur, de l'intensité de douleur, ou une sensibilisation au niveau du seuil de douleur, ou sinon des réactions négatives comme les pensées catastrophiques. Et ce que j'ai souligné, c'est que quand on considère l'évaluation de la sensibilité à l'activité physique, c'est important que ça soit personnalisé, que ça soit sur mesure. Donc, si on prend notre tâche où je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait, par exemple, un appareil avec des poids qui sont soulevés par une poulie et que le poids il peut être ajusté en fonction d'une difficulté qui, pour la personne à évaluer, provoque une douleur d'importance clinique, donc au moins d'une douleur de 2 sur une échelle de 0 à 10. Et on a ça donc comme point de départ. On fait ensuite 10 répétitions avec cette tâche physique-là dont la difficulté a été ajustée sur mesure pour cette personne-là. Et de cette manière-là, on est capable de mieux faire ressortir le phénomène de la sensibilité à l'activité physique. Et donc, on peut mieux l'évaluer. Donc, en résumé, c'est une tâche. On ne change pas le niveau d'intensité. Elle doit être faite d'une manière stable. On fait, par exemple, une dizaine de répétitions. Mais le point de départ doit être sur mesure. Il doit être personnalisé à la personne. Au lieu d'une tâche qui fait au rythme naturel de la personne ou sinon avec une difficulté prédéterminée. Donc, c'est vraiment personnalisé à la personne, puis ensuite, on regarde les réactions face à ça. Au niveau de la pertinence clinique pronostique, donc, on aurait par exemple Paul qui est très attentif à notre évaluation et conclut que, wow, je suis atteint d'une forte hypersensibilité à l'activité physique. Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait vu au niveau transversal qu'il y a un lien entre l'évaluation clinique de la sensibilité à l'activité physique et l'expérience de douleur au niveau transversal, au moment présent. On a aussi des analyses en cours qui démontrent que si on utilise un journal électronique à travers les téléphones intelligents
pour avoir une idée de l'expérience au quotidien, de la douleur et de l'humeur qui est associée avec ça. On voit jusqu'à date avec nos analyses en cours que les indices de sensibilité à l'activité physique qu'on fait en clinique sont associés aux mesures qui sont faites au quotidien à travers ces journaux électroniques. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ici je me répète un peu, mais c'est juste pour souligner qu'il y a une valeur pronostique à l'utilisation de l'évaluation de la sensibilité à l'activité physique quant à l'incapacité dans le présent et à long terme. Donc, la valeur pronostique long terme pour la douleur, pas tellement, mais le pronostic à long terme pour l'incapacité, ça oui. Et encore une fois, la valeur, c'est jusqu'à date dans nos études, est associée aux indices de réactions psychologiques comme les pensées catastrophiques, surtout. Il faut comprendre, par contre, qu'il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet-là. Les études ne font que commencer à sortir à ce sujet-là. Ça se peut qu'avec des études ultérieures, on va peut-être voir que le même pattern se répète au niveau des trouvailles, mais ça se peut aussi qu'on voit d'autres choses. Donc, faut regarder ça vraiment d'une optique que les études commencent à ce sujet-là. Ceci sont nos trouvailles initiales. C'est ça qu'on voit jusqu'à date. Ça se peut que ça change avec plus d'études. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on voit, c'est ça la valeur pronostique. Donc, ici, on a par exemple un dialogue du physiothérapeute qui dit « Pour ton pronostic, je dois surtout évaluer tes pensées catastrophiques situationnelles en réaction à l'activité physique, mais peut-être aussi la douleur. » Donc, au moins du niveau transversal. Paul, très attentif à ce qui se passe, pose la question « Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? » Donc, on va discuter maintenant des considérations du point de vue de traitement. Ce qui est important à souligner, c'est que contrairement à tout ce que j'ai présenté jusqu'à date, où les conclusions étaient basées directement sur des données probantes, ce qui suit dans cette dernière section, c'est relié à un champ de recherche naissant pour lequel il n'y a que des études qui sont indirectement liées à ce sujet-là. Donc, quand on parle des considérations de traitement, c'est vraiment une interprétation qui combine le raisonnement clinique et les données probantes qui sont indirectes, mais les plus rapprochées possibles. Donc, on étire un peu les données probantes pour ce qui est des considérations de traitement, point de vue sensibilité à l'activité physique. Donc, avec cet avertissement en tête, je vais quand même vous donner c'est quoi notre interprétation de l'utilité clinique d'évaluer la sensibilité à l'activité physique en clinique. Ça pourrait être utile au niveau du dépistage de risque, prescription d'exercices adaptés, donc de guider cette prescription-là, et d'avoir des interventions ciblées qui, une fois qu'on reconnaît qu'il y a un problème d'hypersensibilité à l'activité physique, de faire des interventions qui vont cibler ce problème-là. Donc, au niveau du dépistage de risque, si on évalue la sensibilité à l'activité physique, ça pourrait nous donner une idée de ce qui se passe dans la vie de tous les jours au niveau des réactions négatives, de l'expérience de la douleur, de l'humeur que la personne a, mais en particulier face aux exercices. Donc, si on donne un programme d'exercice identique à 2 personnes avec une douleur lombaire, par exemple, il y a une personne qui pourrait gérer ça très bien, ça se passe avec des réactions assez minimes, puis se sentent bien avec et vont adhérer aux exercices et à long terme vont avoir une belle amélioration au niveau de leur douleur et de l'incapacité. Mais une autre personne avec le même diagnostic de lombalgie auquel on a donné le même programme d'exercice pourrait avoir par contre des grosses réactions négatives
que ce soit au niveau psychologique ou de douleur, ce qui pourrait ensuite donc les décourager, donc une adhérence diminuée aux exercices. Et on sait que au niveau pronostic, ça peut aussi prédire que cette personne-là est plus à risque d'avoir une incapacité qui dure plus longtemps, qui est plus résistante au traitement. Donc, ça, c'est une des utilités de dépistage de risque quand on fait une évaluation standardisée de la sensibilité à l'activité physique. Au niveau des prescriptions d'exercice, quand même, je suis conscient que on est quand même attentif à essayer de reconnaître si une personne est sensible à l'activité physique, si cette personne, pendant notre évaluation, semble avoir toutes sortes de grosses réactions au niveau de la douleur ou de leur humeur. Donc, je sais que même s'il n'y a peut-être pas une évaluation standardisée de ces réactions-là, on fait quand même attention d'avoir une idée approximative de la sensibilité à l'activité physique et d'une manière consciente ou non, je pense qu'on a le réflexe dans le domaine de la réadaptation physique de prendre ça en compte pour que la difficulté, le dosage et la progression de la difficulté soient faites d'une manière qui est proportionnelle à ce qu'on voit. Donc, quelqu'un qui démontre toutes sortes d'indices qui sont très sensibles, c'est sûr qu'on va plus lentement, on va moins intense et peut-être on ne va pas avec un exercice qui va aller directement dans la partie du corps la plus sensible, mais peut-être on va travailler d'une manière plus générale et indirecte d'abord. Puis après ça, on irait peut-être avec des exercices qui ciblent la partie du corps en douleur. Donc, je suis conscient qu'on pense à ces choses-là, mais l'idée ici, c'est qu'avec une évaluation standardisée de la sensibilité à l'activité physique, il y a ce qu'on est guidé à travers de la façon d'évaluer et de prêter attention aux pensées catastrophiques, surtout, mais aussi dans le moment des réactions de douleur. On peut être un peu plus précis au niveau de la façon qu'on pourrait adapter la prescription d'exercice. On aurait peut-être un peu plus de précision, moins d'essais-erreurs pour déterminer la bonne dose et l'intensité et comment progresser dès le départ. Aussi, si d'une manière assez concrète, noir sur blanc, on peut déterminer c'est quoi la sévérité du problème au niveau de la sensibilité à l'activité physique, on peut essayer de cibler ce problème-là directement. Quand on regarde les recherches, les études qui ont été faites à ce sujet-là, ce qui semble être le plus aidant pour réduire la sensibilité à l'activité physique, c'est l'éducation sur la douleur, le TENS et d'utiliser des stratégies d'antalgie de manière anticipatoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si on donne une prescription d'exercice et on sait que cette personne-là est hypersensible à l'activité physique, bon, on peut ajuster la dose, l'intensité, essayer d'aller d'une manière plus indirecte, mais on sait que question de dépistage de risque, même si on fait tout ça, il se peut qu'il y a quand même des réactions négatives et ça se peut quand même que la personne réagisse négativement chaque fois qu'il essaie de faire les exercices prescrits. Donc, si on donne une éducation sur la douleur, on discute du fait que, par exemple, que la douleur ressentie n'est pas nécessairement une réflexion du degré d'endommagement ou ce n'est pas nécessairement un signe d'une nouvelle blessure. On les rassure que c'est normal d'avoir ces réactions-là. Bien, au moins, la personne, du point de vue de leur interprétation de leur réaction négative ou du point de vue de l'adhérence aux exercices, va mieux aller. Au niveau TENS, il y a quand même des recherches assez intéressantes, des revues de données probantes qui démontrent que le TENS, donc
l'utilisation des courants électriques. Fonctionne mieux lorsque c'est appliqué pendant le mouvement, pendant une activité physique, pour réduire ces réactions dans le moment de la sommation de la douleur. Et que ça fonctionne mieux qu'appliquer le TENS au repos. Donc, ça, c'est une autre intervention qui pourrait cibler la sensibilité à l'activité physique. Et aussi, il y a la stratégie d'utiliser des stratégies antalgiques de manière anticipatoire. Donc, par exemple, si la personne a des médicaments analgésiques ou que une application de chaleur, par exemple, les aide, ça peut être appliqué juste avant de faire les exercices ou l'activité physique prescrite. Parce que, encore une fois, ce dont on parle ici, c'est la sensibilité à l'activité physique. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans le moment ou immédiatement suite à ces activités-là. Donc, ça, c'est des stratégies qu'on propose pour adresser ce problème-là. Et je vois qu'il y a des questions qui commencent à ressortir. C'est parfait parce qu'on tire à la fin et il reste un petit 2 minutes pour terminer la présentation. Ici, j'ai juste fait une petite illustration de comment on peut résumer ce que j'ai dit jusqu'à date au niveau des traitements. On aurait le physiothérapeute qui dirait, par exemple, qu'une augmentation de douleur temporaire à l'initiation de l'exercice est normale, à ne pas s'inquiéter, ceci n'est pas un signe d'aggravation de blessure. On ira un peu plus lentement, moins intense et en ciblant une partie du corps indirecte, étant donné la sensibilité à l'activité physique. Évidemment, ça ne se dit pas comme ça, mais c'est plus à titre de résumer la présentation. Et essayons de combiner les exercices prescrits avec le TENS, donc un neurostimulateur transcutané. Paul, très attentif, il dit « Wow, je suis rassuré et moins découragé si je ressens une augmentation de douleur avec les exercices. » De plus, quoique je ressens toujours une augmentation de douleur avec l'activité physique, cela me semble un peu plus sous contrôle parce qu'on a dosé ça, que ça soit moins intense. Et merci d'avoir pris en compte ma sensibilité à l'activité physique, c'est-à-dire mon facteur de risque à l'incapacité persistante. Donc, très attentif, Paul, et très reconnaissant de tout ce qu'on fait. Réagit positivement tout de suite à toutes les considérations qu'on a faites envers la sensibilité à l'activité physique. Donc, un gros merci à tout le support financier qui était là pour la recherche, mais aussi personnellement mes bourses d'études pour le doctorat. Et on pense maintenant à la période de questions et discussions. Donc, si je me suis mal articulé ou j'ai trop rushé avec certains sujets, c'est le temps de poser la question pour que je m'articule un peu mieux. Merci beaucoup, Arthur. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé votre présentation. Nous allons maintenant ouvrir la session des questions. Les questions sont bienvenues en français et anglais. Questions are welcome both in French or English. Vous pouvez insérer votre question dans le chat box si c'est très bref, ou vous pouvez simplement indiquer que vous avez une question et je vais vous passer le parole si c'est plus facile. Et déjà, je pense qu'on a une question qui vient de Charles Martel et je peux te demander ça. Et Charles dit, merci pour la présentation intéressante. Est-ce que la présence d'allodynie mécanique pourrait expliquer la présence d'une sensibilité à l'activité physique? Avez-vous contrôlé cette variable? Merci. Donc, Charles, pour répondre à votre question, je vais mettre cette diapo-là. Donc, lors de la première étude qu'on a faite, on a contrôlé à travers des mesures standardisées de quantification sensorielle. On avait 2 mesures, donc plus précisément un algomètre pour évaluer. Tiens, on va mettre ça en écran. Un algomètre
pour évaluer le seuil de douleur. Oups. On était peut-être mieux comme ça. Et qui était appliqué à plusieurs parties du corps, donc au niveau de la main, du haut du dos, des mollets, le bas du dos. Et c'était la même chose pour la sommation de la douleur temporelle. La différence entre les deux mesures, c'est qu'il y en a une qui cherche à savoir où le seuil de douleur. Donc, ici, on parle peut-être plus d'allodynie, mais au niveau sensoriel. Et l'autre, c'est au niveau de la sommation de la douleur avec un stimuli répété. Les deux ça démontrent comme des indices de sensibilisation centrale. Et on a vu que c'est plus au niveau de la sommation temporelle qui a un lien avec la sensibilité à l'activité physique. L'allodynie mécanique puis la sensibilité à l'activité physique, d'après moi, c'est presque synonyme. Je me demande si tu avais une mesure spécifique en tête, parce que je sais qu'il existe plusieurs façons d'évaluer ça. Tout ce que j'ai fait maintenant, c'est juste de donner plus en détail ce que nous, on a trouvé. Et que nous, on a contrôlé pour l'effet de ces choses-là, pour voir si, en plus de ça, y a-t-il un effet unique de pronostic, d'association, de corrélation entre la sensibilité à l'activité physique, puis la douleur et l'incapacité. C'est bon, c'est excellent. Merci beaucoup, Arthur. S'il y a des autres questions, simplement indiquez dans le chat. Je vais demander ça ou passer la parole à vous. En attendant ça, moi j'ai une question. J'ai trouvé que cette présentation soulève des questions très intéressantes sur le type de comment est-ce qu'on peut communiquer avec notre patient, surtout les patients avec le douleur chronique. L'un des messages qu'on voit souvent dans la réadaptation, c'est que la douleur n'est pas dangereuse et que l'activité physique est bon ou bénéfique. Et je suis intéressé comment vous réglez ça avec les messages qu'il y a des peut-être conséquences négatives de la douleur pendant l'activité physique. Comment est-ce qu'on peut parler avec les patients qui ont la sensibilité à l'activité physique plus élevée? Oui, tout à fait. Donc, je vais essayer de répondre aussi directement que possible à la question, puis d'être un peu plus concis. Mais bref, la façon que je répondrais, c'est que quand on parle de douleur ou de l'activité physique, ce n'est pas une question noir et blanc. Ce n'est pas une question de dire nécessairement que, on doit éviter la douleur à tout prix. Mais ce n'est pas aussi une question de dire qu'on doit ignorer la douleur à tout prix. Parce que dans un des cas où, par exemple, une personne aurait démontré que, bon, là, on est en clinique, on a fait une tâche physique standardisée pour évaluer la sensibilité à l'activité physique. On a eu des indices que, oui, la personne est hypersensible à l'activité physique. Donc, on sait que c'est très probable que même si on adapte au max la difficulté de l'exercice, que quand même la personne pourrait avoir des réactions négatives. Donc, de leur dire que les exercices doivent être faits sans aucune réaction, sans aucune douleur, c'est peut-être pas réaliste pour cette personne-là. Et si on aurait donné cette recommandation-là d'éviter la douleur à tout prix, la personne pourrait trop éviter toutes sortes d'activités physiques et exercices et avoir plus d'incapacité. Si la personne, par contre, on leur dit d'ignorer la douleur complètement, et surtout quand on sait que cette personne-là est hypersensible, bien, ça peut causer l'autre extrême qu'à chaque fois que la personne essaie de faire des exercices, ils vont un peu trop intenses, ils ignorent la douleur. Il y a des grosses réactions de douleur, des crises de douleur qui leur forcent à se reposer jusqu'à temps que la douleur redescend à un niveau plus tolérable
Et à long terme, on connaît des études qui démontrent que ça mène à plus d'incapacité. Donc, il faut trouver un peu un juste milieu, d'accepter qu'il peut y avoir un peu de douleur avec l'exercice. L'exercice est toujours bon, mais il doit être peut-être adapté. Il y a des revues systématiques qui ont démontré qu'en effet, même quand la douleur est assez petite et modérée, il n'y a pas de problème, ça ne nuit pas à long terme pour l'activité physique. Donc, je reviens sur le point de l'éducation sur la douleur et de la rassurance. Merci à tous. Oui. On a des autres questions. Prochaine. En premier. Oui, Christian Larivière. Oui. Oui. Okay. Allez-y. Bonjour Arthur et Tim. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai apprécié que vous parliez des stratégies pour l'intervention. C'est la première fois que j'en entends parler, alors j'étais très intéressé à ça, au moins des pistes de solutions. Ma question concerne un peu vos deux études. La première étude transversale où vous avez utilisé la méthode de pain pressure threshold, puis la sommation temporelle de la douleur. Et là, vous avez démontré que c'est seulement la sommation temporelle de la douleur qui avait une relation avec la sensibilité à l'activité physique. Alors là, je me demandais si dans votre étude longitudinale, après, si vous avez aussi étudié la sommation temporelle de la douleur. Donc, il y avait donc on avait l'algomètre avec pour évaluer le pain threshold, le seuil de la douleur, la pression, et qu'on avait montré qu'il n'y avait pas un lien, ni avec les autres indices de sensibilité à l'activité physique, ni avec nos variables dépendantes de douleur et incapacité. Pour ce qui est de la sommation temporaire à la douleur, on avait en fait des problèmes techniques à ce niveau-là. C'était supposé d'être là. À un moment donné, il y avait des problèmes d'équipement, il fallait changer d'équipement. Puis ça commençait à diviser l'échantillon, puis il y avait trop de données manquantes. Donc, on a dû se fier uniquement sur le seuil de douleur. OK, je me demandais s'il y avait une mesure qui interférait avec l'autre et vous avez empêché. OK, là, je comprends. Oui, ça, c'était le monde réel qui nous nuit parfois. Ah, ben, je sympathise avec votre douleur. Merci pour ça. La question prochaine vient de Élise Saint-Pierre. Élise, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. C'est bon. Donc, je veux juste savoir si la présentation va être disponible parce que j'aimerais aller revoir le protocole de l'étude. Moi, je suis clinicienne, dans le fond, puis je me questionne sur comment je vais pouvoir appliquer votre technique de mesure, donc dans les détails. Est-ce que c'est des informations que je vais pouvoir trouver dans le protocole de l'étude ou est-ce que vous avez le temps peut-être de détailler comment vous avez procédé pour déterminer la bonne technique d'éval. Puis concrètement, est-ce que c'était juste un soulèvement de charge entendu ou ça ressemblait à quoi exactement le protocole d'éval? Merci pour ta question, Elise. Donc, d'après ce que j'ai compris, cette présentation a été enregistrée puis elle sera disponible par la suite. Donc, Emmanuel et Chantal Ducret pourraient peut-être donner des détails à ce niveau-là. Mais dans l'immédiat, je peux te donner un peu plus de détails concrètement. Donc, je te réponds avec 2 diapos. La première diapo ici, c'est que quand on a fait notre première étude, on a regardé qu'est-ce qui a été déjà utilisé comme méthode d'évaluation standardisée pour la sensibilité à l'activité physique. Il y avait le 6-minute walk test, donc la marche de 6 minutes qui était faite au rythme déterminé par la personne comme un rythme confortable. Il y avait le soulèvement de charge dont l'activité était sur mesure et le soulèvement de charge où les charges n'étaient pas sur mesure, c'était prédéterminé et placé sur la table de manière aléatoire, donc il y avait divers poids, mais ce n'était pas personnalisé, ce n'était pas sur mesure aux patients.
Et on avait vu que ce qui fonctionne le mieux, c'est qu'au niveau de la tâche, des tâches qui existent selon notre vue de la littérature scientifique, c'est que cette nouvelle tâche qui est sur mesure fonctionne le mieux. Sur mesure comment? Sur mesure que la façon que la personne se positionne, donc soit d'être très proche du poids ou avec le bras étiré et penché, donc vraiment le plus loin que possible. Ça, c'était une façon de modifier la difficulté de la tâche. Donc, la question de biomécanique, tout simplement, mais aussi le poids. Le poids pouvait être changé. La personne qui levait le poids ne voyait pas le poids était caché derrière la boîte, mais je pense que ça, c'était plus point de vue recherche qu'on voulait cacher ça. Je pense point de vue clinique, on pense à la position biomécanique, c'est quoi le plus difficile, c'est quoi qui est moins difficile, d'être peut-être plus proche, et d'ajuster le poids, et d'aller d'une manière où on commence avec le plus facile et progressivement, on essaie quelque chose de plus en plus difficile jusqu'à temps qu'on trouve une combinaison de position et poids qui provoque au moins 2 sur 10 pour la douleur. Donc, à chaque fois qu'on leur demande de soulever la charge, on demande de répondre à la question, bon, est-ce que ce soulèvement de charge vous a provoqué une douleur? Si oui, comment est-ce que vous la cotez sur une échelle de 0 à 10? Et on cherche à avoir au moins un 2 sur 10. Une fois qu'on a ce point de départ-là, donc ce n'est pas obligé d'être exactement 2 sur 10, il faut juste que ça soit au moins 2 sur 10. Une fois qu'on a ce point de départ-là, on répète ça une dizaine de fois, par exemple. Et on regarde après ça, à travers ça, c'est qu'est-ce qui a changé au niveau de l'intensité de douleur ou au niveau des pensées catastrophiques. Donc, si le premier soulèvement de charge a provoqué une douleur de 2 sur 10, ici, par la suite, on leur dit de faire une dizaine de répétitions. On attend qu'ils ont complété les 10 répétitions, puis dès qu'ils ont terminé les 10 répétitions, on leur demande c'était quoi la plus grande douleur qui a été provoquée par cette tâche-là. Et au cours des 10 répétitions, la personne pourrait dire qu'au cours des 10 répétitions, la plus grosse douleur provoquée, c'était un 7 sur 10. Fait que là, on a passé de 2 sur 10 à 7 sur 10. On peut dire que la sensibilité est de 5, donc 7 moins 2. Une augmentation de 5 points sur l'intensité de douleur, mais aussi des questionnaires adaptés à évaluer les pensées catastrophiques en réaction à la tâche physique, ce qu'on appelle les pensées catastrophiques situationnelles. Donc, il y a un questionnaire pour ça. Ce que je t'ai décrit ici, Elise, c'est ce qu'on a fait dans notre étude. Il n'y a pas eu d'autres études, à ma connaissance, qui ont essayé de vraiment trouver des tâches qui sont pertinentes à la personne, puis de personnaliser ça. Mais je pense qu'application clinique, on peut adapter ça. Donc, peut-être le soulèvement de charge, ce n'est pas ce qui est le plus pertinent à leur douleur, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus pertinent à leur vie quotidienne. On sait que pour certaines personnes, 10 répétitions, ça a du sens, mais il y en a que peut-être on doit aller à 20 répétitions. Donc, des fois, les personnes qui sont un peu moins sensibles, mais on veut quand même ressortir ça. On peut aller plus loin. Donc, il y a des façons d'adapter ça. Je m'arrête ici parce que je parle trop longtemps. C'est bon, c'est très compréhensif. Je vais juste aussi mentionner que tout le protocole se décrit dans les publications d'Atur. Et je suis confiante, Élise, que si vous envoyez un courriel à Atur, il va partager ça avec vous. Dernière question qui est ici, ça vient de Sophie. Je vais essayer de lire ça. Merci de votre présentation. Je me questionne à savoir la provenance des divers intervenants impliqués dans l'évaluation de la douleur. Regarde inter plutôt qu'indisciplinaire. C'est un mot difficile. Également, est-ce possible d'informer sur votre regard clinique quant au non-manquant
nomenclature utilisée quant aux facteurs de risque de l'incapacité? Merci, Sophie, pour ta question. Donc, au niveau des intervenants, c'était soit des assistants de recherche qui ont été formés par professeur Whiteman, qui est physiothérapeute, ou moi-même. Mais surtout au niveau des assistants de recherche, il y avait parfois un background relié à la physiothérapie. Donc, c'est ça pour ce qui est de la provenance des divers intervenants. Mais ça, c'est vraiment du point de vue de notre étude spécifiquement. Mais comme vous pouvez voir avec cette présentation-là, c'est quand même applicable à beaucoup, beaucoup d'intervenants. Est-ce possible d'informer sur Regard Clinique? Pour les facteurs de risque de l'incapacité, ce que je dirais, parce que je vois qu'on tire à la fin, il est midi, il est 13h moins 2, mais ce que je vais dire, c'est que quand on regarde la littérature scientifique, quand on regarde ce qui existe présentement, c'est souvent basé sur des questionnaires de douleur, des questionnaires d'incapacité à l'initiale, par exemple, et les questionnaires psychologiques. Puis ça nous donne une très bonne idée du pronostic. Mais ce qu'on commence à voir de plus en plus, par exemple, avec ce qu'on présente aujourd'hui, la sensibilité à l'activité physique, c'est d'utiliser pas seulement des questionnaires, mais vraiment des tests physiques, de leur faire quelque chose physiquement, de voir comment on réagit dans le réel, et même de faire des genres de journal de bord électronique avec les téléphones intelligents pour vraiment voir les réactions dans la vraie vie, de la douleur, au niveau psychologique, etc., au lieu d'avoir seulement des questionnaires. Donc, ça, c'est mon commentaire pour ce qu'on connaît au niveau des facteurs de risque d'incapacité. Merci, Arthur. Je pense que c'est la dernière question à cause que c'est prochaine presque 1 heure. Pour moi, je vais juste dire merci beaucoup à vous, Arthur, pour cette présentation. Je vais aussi dire encore merci beaucoup à les centres de réadaptation de Constance Lethbridge et aussi à Lucie Bruno. Les deux centres ont vraiment comme collaboré avec cette recherche et là, je vais dire un grand merci pour cet support et collaboration. Et je pense que je vais retourner à Emmanuel maintenant. Oui, en fait, merci beaucoup à vous deux. C'était une super présentation. Puis je pense que c'était bien vulgarisé aussi pour permettre aux cliniciens d'avoir des bonnes pistes là, pour leurs interventions et leur suivi. Chantal va nous informer de l'endroit où on va pouvoir trouver la présentation là, qui a été enregistrée aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors, tous les enregistrements du CRIR sont sur le site web du CRIR. Vous pouvez vous diriger directement sur le site web où c'est marqué conférences et ateliers en ligne. Donc, c'est disponible également sur le YouTube du CRIR. Donc, d'ici quelques jours, ce sera disponible. Merci. Merci tout le monde. Bon retour en clinique. Merci. Bye.